Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club, une édition durant laquelle on va revenir sur plein de sujets. D'abord la Super Coupe d'Afrique avec le sacre du Wydad de Casablanca face au tout-puissant Mazembe. Premier titre du Wydad dans cette compétition, l'une des rares qui manquait au palmarès de la formation casablancaise. On parlera également de la candidature du Maroc à la Coupe du Monde 2026 et puis on ira en Europe avec ce tout premier titre de Pep Guardiola en Angleterre avec Manchester City. La Coupe de la Ligue, ce n'est pas le titre le plus prestigieux ni celui qu'attendent vraiment les supporters des Citizens, mais ça fait un bon début pour la carrière de l'entraîneur catalan à Manchester City. Et puis on évoquera bien entendu, nous sommes mardi et mardi prochain, qu'est-ce qui se passera? Eh bien le match retour, les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, vainqueur à l'aller 3-1 avec pourquoi pas une deuxième remontada. C'est en tout cas ce qu'espère Julie Rostin. Bonsoir Julie. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Reda Alali, bonsoir Reda. Bonsoir les amis. Est-ce que n'espère pas Reda ou espère ou Reda n'a pas d'avis sur la question? Je suis détendu sur cette question. Reda, il est plus si les deux équipes peuvent imploser ou quelque chose comme ça, ça lui irait quoi. En tout cas, une édition qu'on commence un petit peu à la bourre, pratiquement à chaque fois que Julie est avec nous. Je ne sais pas comment l'expliquer, si ce n'est que le temps que prend Julie pour se préparer à cette émission. Un jour, il y aura une émission où nous montrerons les coulisses de cette émission et les gens se rendront compte de la vérité. Et tu peux commencer la semaine prochaine puisque ça va être toi qui vas présenter cette émission pour montrer les coulisses du moment. Peut-être. Donc les amis, on est content. Pourquoi? Parce que le printemps du football marocain se poursuit. Le Maroc qualifié pour la Coupe du Monde, le Wydad champion d'Afrique, la sélection locale de Jamaat Islami qui a remporté donc le Chan et maintenant le Wydad qui s'est adjugé samedi dernier au complexe Mohamed V la Super Coupe d'Afrique, trophée qui oppose habituellement donc le vainqueur de la Ligue des Champions, le Wydad, à celui de la Coupe de la CAF, le tout-puissant Mazembe. Notre consultant Amin Rahmouni a suivi pour nous cette rencontre. Il revient bien sûr sur cette nouvelle consécration du Wydad. C'est à toi Amin. Eh bien oui les amis, le Wydad l'a fait. Après 2 tentatives ratées en 93 et 2003, le club de Casablanca a finalement eu cette Super Coupe d'Afrique. Et il ne faut pas croire que c'était facile, c'était même plutôt laborieux après ce pénalty raté de Kerti. Mais dans l'ensemble, je peux quand même dire que c'était mérité parce que le WAC de Casablanca a entièrement dominé la rencontre. Et c'était même plutôt étonnant parce que ce TP Mazembe, je pense, aurait dû avoir un peu plus d'ambition que de rester quand on est en défense et de compter sur des contre-attaques qui n'étaient pas franchement efficaces. Par contre, le Wydad, cette fois-ci, a pu compter sur un grand Amine Tirzouy qui était, à mon sens, la véritable révélation de ce match. Sachant que ce club et lui-même ont eu un début très difficile en championnat cette année. Ils pointent quand même à 10 points du leader, le Raja. Mais malgré ça, voilà, au bout, ça nous fait une très belle journée de football, une très belle fête et un très joli titre. L'un des rares d'ailleurs qui manquait à ce club au niveau africain et donc continental. Donc c'est beaucoup de joie. Reste à savoir maintenant comment Benzarti et ses joueurs vont aborder cette seconde partie championnat. Ils ont apparemment beaucoup d'ambition, peut-être même, pourquoi pas, garder ce titre, ce qui me ferait une raison supplémentaire de chambrer mon ami Reda Alali et de prouver enfin définitivement à mon ami Jalel que le WAC est l'un des plus grands clubs d'Afrique. En attendant peut-être pour l'ami Julie la semaine prochaine de pouvoir en dire de même en Europe et cette confrontation qu'on attend tous contre le Real. Salut les amis, bonne soirée. Merci donc Amine. C'est bien c'est pourquoi? Parce que voilà, exactement, c'est fini maintenant. Maintenant tu es tranquille. En tout cas ce soir il n'y aura plus d'Amine Rahmouni. On peut quand même en plus en tirer des enseignements, c'est que par exemple Amine a compris que l'Afrique est un continent. Donc il nous dit un titre africain qui est également un titre continental. Donc il y a quand même eu du progrès, je pense, depuis qu'il est en contact avec nous. Par contre je ne sais pas ce qui lui arrive, il faut le dire que c'est Tanger qui est leader. Qui est leader de la Botola Maroc Télécom. Reda, justement, ce nouveau sacre du Wydad de Casablanca,
Effectivement, hein, ce n'est pas la compétition la plus prestigieuse ni la plus importante. Mais moi, personnellement, j'ai vu en tout cas un très bon Wydad que je n'ai plus vu depuis le sacre en Ligue des Champions. C'est vrai, c'est le WAC version africaine, c'est-à-dire à domicile, avec une grosse pression du public, une implication des joueurs qui arrivent à forcer la décision. Moi, je voudrais juste, si tu permets, faire un petit retour en arrière en 1968 ou 9, je ne sais pas. La première Ligue des Champions, c'est vrai, la première Coupe d'Afrique des clubs champions. Les Phares, champions du Maroc, affrontent le TP Anglebert, qui est l'ancêtre du TP Mazembe, et se font éliminer sur une phase aller-retour. Le retour se joue à Casa, parce que les Phares sont un peu le club un peu national. Et suite à cette élimination, les clubs marocains se retirent de la Coupe d'Afrique jusqu'en les années 80, le retour du CAC initié par le président de l'époque, M. Domo. Voilà. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'on a passé 20 ans à regarder l'Afrique un peu de haut, pour être simple. Et aujourd'hui, on se rend compte, vu le bonheur qu'ont les supporters du WAC, comme ont eu le bonheur du supporter du MAS, du FUS, qui ont été les derniers champions d'Afrique, ou du Raja avant, on se rend compte que finalement, cette page est tournée définitivement avec le même club, le TP Mazembe. Et il était temps, on a perdu beaucoup de temps. Et c'est heureux que Amine se gargarise de ces titres continentaux et même africains. En tout cas, le Wydad qui a retrouvé donc des couleurs, une super ambiance dans le stade et un héros, Amine Tirezoui, qu'on a joint au téléphone et qui revient sur cette consécration du Wydad, Amine. Il n'y a pas de mots, C'est un titre que le club n'a jamais gagné. Franchement, une belle ambiance. Voilà. L'équipe, point de vue collectif, l'équipe a fait un gros match. Au point de vue personnel, ouais, ça fait plaisir que ce soit moi qui ai mis le but de la victoire. Moi, je peux dire, voilà, la joie, ça va être de courte durée. Il n'y a pas trop le temps de savourer. Il faut se reconcentrer et se remobiliser vite pour le championnat, vu qu'on a du retard. Et voilà, quoi. Voilà, donc même pas le temps de savourer, puisque le Wydad a un match ce mercredi, un classico également, face au Phare de Rabat. Mais avant d'évoquer, retour sur ce superbe but, Amine Tirezoui, un coup franc d'anthologie à la 83e minute, qui permet à ton club, le Wydad de Casablanca, de s'adjuger cette couronne. Est-ce que tu as déjà mis des buts pareils, des buts aussi importants, Amine ? Le plus important, ouais, c'était le plus décisif. En plus, pour l'obtention d'un titre africain, ouais, c'est quelque chose de grand, de magique. Après, comme je dis, il n'y a pas le temps de savourer. Moi-même, je ne réalise pas. Et voilà, moi, je suis déjà concentré sur le match de mercredi. Pour l'anecdote, voilà, j'ai parlé à Amine Atouchi. Je lui ai dit, est-ce que tu veux gagner le match? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, donc laisse-moi tirer. Et puis voilà, j'avais confiance en moi et j'ai bien senti le coup. Et voilà, donc c'est quelque chose que je travaille. Après, je l'ai bien frappé, c'est rentré. Et puis voilà, alhamdoulilah. Ça fait gagner l'équipe et ça fait remporter un titre à l'équipe et c'est le principal. Voilà, donc bravo à Amine Tirezoui et à Amine Atouchi qui l'a laissé transformer et tirer ce coup franc. Est-ce que, après avoir été sevré de titres de joie, de podium, est-ce qu'on commence à être gavé, Reda? Parce que là, on aligne les performances depuis plusieurs mois. Il y a deux choses. Il y a les succès sportifs qui sont dans l'ordre, celui du WAC par exemple, mais aussi sur la qualification de la Coupe du Monde dont tu as fait la liste, le CHAN, tout ce que tu veux. Et en même temps, il y a également des grosses initiatives qui se font sur le parasportif, mais toujours dans le foot, avec la candidature pour la Coupe du Monde, avec également la présentation du Maroc comme étant le backup, le plan B de la CAN 2019. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de journalistes guinéens pendant la Coupe du Monde, pendant le CHAN, j'ai voyagé également un peu. Il faut faire attention à ne pas débarquer comme ça avec beaucoup d'arrogance. Voilà. Ouais. Il faut faire attention à ne pas se mettre tout le monde à dos en débarquant avec cette puissance et en se présentant un petit peu comme les nouveaux maîtres du continent. Parce qu'on ne peut pas ne pas voir de lien entre ce qu'on fait dans les coulisses, c'est-à-dire au niveau des organisations, du CHAN, de la Coupe du Monde, etc., et les résultats. Voilà, il se passe quelque chose. On s'en félicite, mais en même temps, il faudrait avoir collectivement la sagesse. Tu penses qu'il y a de l'arrogance? Je pense par exemple que si la Coupe d'Afrique devait être 2019 devait être retirée au Cameroun pour être attribuée au Maroc, il y aurait beaucoup de susceptibilités qui seraient froissées par rapport à un pays qui donc truste tout. Voilà.
je transcris même pas mon opinion, celle que j'ai recueillie parmi mes discussions, parce que c'est bien tentant de voir un peu comment on voit les choses de l'autre côté. Bien sûr. En tout cas, parmi les chantiers également du football marocain, effectivement, Reda, cette candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Et la question qui se pose, et pas que nous, de toute façon qui la posons, mais des médias anglais, mais aussi américains, qui posent cette question. Est-ce que la FIFA aurait-elle un parti dans l'attribution de cette Coupe du Monde de 2026 ? En tout cas, et selon le journal de Daily Mail, le journal britannique, mais avant, il y avait aussi le New York Times qui l'affirmait, l'organisation mondiale a passé un accord avec plusieurs chaînes de télévision américaines, dans Fox Sports, pour que l'organisateur de cette Coupe du Monde soit les États-Unis, auquel cas, il y aurait plusieurs centaines de millions d'euros en plus pour la FIFA. On regarde le sujet, on en débat juste après. Tout se cache dans les clauses financières des contrats de retransmission télévisée. Par exemple, celui signé entre la FIFA et la chaîne Fox Sports. Elle s'est engagée à payer plusieurs centaines de millions de dollars pour pouvoir retransmettre les matchs du mondial en direct. Mais si cette Coupe du Monde se déroule là-bas, la chaîne devra débourser 182 millions de dollars supplémentaires qui iront directement dans les caisses de la FIFA. Rien d'illégal dans ce que l'Organisation mondiale de football appelle des frais distincts, mais un vrai problème éthique. Pour le Daily Mail, cette opération s'apparente à un parti pris de la FIFA qui, pour des raisons financières évidentes, privilégierait ainsi la candidature américaine. Le journal britannique rappelle que beIN Sport avait ainsi accepté de payer 100 millions de dollars de plus à la Fédération internationale de football pour le mondial 2022, dont le Qatar est le pays hôte, mais que le Maroc, doté d'un riche patrimoine footballistique et fort d'un soutien africain, doit craindre de ces transactions discrètes. Voilà, avec nous pour en parler également, notre consultant pour le football africain, Hervé Penaud. Hervé, bien sûr, c'est comme on le disait dans le sujet, ça n'a rien d'illégal, mais au niveau de l'éthique, c'est moyen. Hervé. Le problème de la FIFA, c'est que toutes les affaires ont commencé à épuiser le stock d'argent de la FIFA. Et aujourd'hui, on a besoin d'argent. Et ces rentrées, bien entendu, elles viennent souvent des télévisions. Donc, si vous prenez 300 millions, vous pouvez expliquer aux votants, parce que tout est là, en fait, l'affaire, elle est là. C'est qu'il faut que ça touche les votants pour qu'il y ait un problème. Le futur programme X ou Y, eh ben, on vous donnera tant de milliers d'euros pour pouvoir développer tout ça dans votre pays. Et effectivement, l'argent vient d'où? Il va venir aussi des télés. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez expliquer que ce serait peut-être mieux que de faire gagner les Américains, les Mexicains et les Canadiens, car on est sûr d'avoir l'argent qui vous permettra de développer le football dans votre pays. Voilà, déjà la première chose, c'est être attentif pour qu'il n'y ait pas des liens entre les uns et les autres. N'oublions pas la lettre de la secrétaire générale de la FIFA qui avait été envoyée à toutes les fédérations pour dire en gros, c'était il faut pas faire de lobbying pour les candidatures. Et c'était un petit peu adressé à ceux qui pourraient soutenir le Maroc. C'était une manière de dire aux Marocains, notamment à la fédération marocaine, attention, si vous aidez toutes les fédérations africaines, c'est peut-être une manière de faire du lobbying, donc vous n'avez pas le droit de le faire. Alors qu'on sait qu'effectivement la fédération marocaine a beaucoup de programmes avec plein d'autres pays, notamment en Afrique. Peut-être que la FIFA a une préférence pour les États-Unis, effectivement, mais il n'empêche, c'est pas parce que vous avez une préférence que vous avez la certitude que vous allez avoir, puisque n'oublions pas qu'il y a eu un changement de votants, puisque ce ne sont plus les membres du comité exécutif aujourd'hui, enfin ce qu'ils appellent le conseil aujourd'hui de la FIFA, mais les membres des associations, les présidents d'associations. Donc ça change radicalement les choses. Maintenant, faut être très très attentif. Ça, vu l'histoire et le passé récent de la FIFA, et même peut-être ancien, évidemment qu'on peut pas leur décerner un blanc-seing à tout coup. Mais ça reste quand même jouable. Voilà, ça reste jouable. Julie, le diable se cache dans les détails et dans les frais distincts. Bon, pour le coup, c'est pas vraiment le diable, puisqu'on va le redire encore une fois, c'est illégal. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a C'est légal. C'est légal, pardon. Oui. Effectivement, c'est totalement mais pas éthique. légal, mais pas éthique. Mais surtout, effectivement, il y a une certaine opacité, il semble, qui règne sur ce dossier-là. Après, comme on le disait auparavant, il y a aussi, enfin, en tous les cas, on sent avec ce genre de clause, avec ce genre de déclaration dont parlait Hervé, avec ces mises en garde, on sent bien que finalement cette candidature marocaine qu'on regardait peut-être un petit peu de loin ou un petit peu comme le petit pousset du côté des États-Unis commence effectivement à effrayer.
Et avec, oui, cette sorte de mise en commun de tous les pays africains, de toutes les fédérations qui vont donc pouvoir voter. Il reste du temps, il va falloir que le dossier passe et ensuite, effectivement, il va falloir clairement se rendre compte des atouts et des inconvénients de chaque candidature, puisque du coup, j'ai l'impression qu'on se focalise un peu moins sur la candidature américaine, en fait, et sur ce qu'elle propose aussi, mais elle a pour le coup aussi des inconvénients. Il faut déjà, à mon avis, arrêter de parler de candidature conjointe, parce qu'à un moment donné, sur les 80 matchs qui auront lieu, il y en aura 60 aux États-Unis, 10 et 10 de l'autre côté. Donc je pense que globalement, on peut parler d'une candidature américaine. Et après, c'est vrai que les États-Unis, en termes de lobbying, ils sont très très bons. Voilà, donc pour cette candidature du Maroc, moi je reviens, et c'est très très intéressant ce que note Hervé, puisque effectivement, même si on dit la FIFA serait, en tout cas, en faveur plutôt de la candidature américaine que de la candidature marocaine, mais en fait, la FIFA ne vote pas. Mais oui. Les gars de la FIFA ne votent pas, sauf qu'ils peuvent faire du lobbying pour une candidature en précisant, par exemple, aux pays, aux votants, c'est-à-dire que en tout cas, les aides de la FIFA pour ces pays seraient sensiblement plus importantes si jamais il y a ces recettes qui vont inonder la FIFA, si c'est la candidature américaine qui est retenue ou si c'est encore une fois, moi j'ai l'impression qu'on part d'une sorte de prérequis que les États-Unis, que la FIFA, avait de toute façon déjà misé sur le fait que les États-Unis. Donc, mais ces clauses-là, je ne dis pas ça par rapport à ces révélations. C'est-à-dire que forcément la FIFA va dire maintenant, il y a eu ces crises, il y a eu ces scandales, il y a eu ces problèmes d'image, donc même les sponsors sont partis. Donc forcément, la FIFA aujourd'hui a moins d'argent. Et la FIFA, quand je dis la FIFA n'est qu'une fédération internationale de football amateur. C'est-à-dire c'est le syndicat des fédérations. Elle va dire de football association. Donc elle va dire à ces fédérations que si jamais on s'achemine vers cette candidature, nous et vous tous, vous allez avoir beaucoup plus d'argent. Oui, mais alors après, ce que je te disais, c'est que sur la fin, en fait, le truc, c'est qu'on s'est un peu, il y a eu un peu ce truc depuis le début où on s'est dit, la candidature marocaine, on la laisse de côté. Sauf que si on la prend ensuite, imaginons que le Maroc soit choisi, il est évident que tous ces contrats seront aussi revus. Voilà. Ça veut dire qu'il se peut très bien que les droits TV, là aussi, soient en hausse par rapport à ce qu'apporteraient les Européens, qui, eux, seraient bénéficiaires d'une candidature marocaine. C'est vrai qu'en termes de sponsoring, à mon avis, la candidature américaine, elle est de loin bien devant, mais après, ce serait aussi revu à la hausse de l'autre côté, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il est grand temps de refuser ce dictat. Voilà. Non, mais il est grand temps de rêver un peu, de rappeler les bases et d'être un petit peu romantique et au lieu d'accompagner avec cynisme l'évolution. C'est pas le style de la maison d'être romantique quand on attribue une Coupe du Monde. Parce que non, mais nous, de l'autre côté de l'écran, il y a des gens comme nous. Voilà. Le fait est qu'en 2 ou 3 Coupes du Monde, on est passé d'une grande fête mondiale on a vu les images là, qui défilaient pendant le speech d'Hervé Penaud. On a vu des images qui font partie de notre mémoire collective. On a vu des images qui nous ont marqués. Pourquoi ils nous ont marqués? Parce que toute la planète les a vues. Voilà. Les continents entiers ont vu ces images et elles ont forgé notre jeunesse, notre enfance. Aujourd'hui, on est passé de ça à une espèce de fête privée où je vous promets qu'aujourd'hui, les images des dernières Coupes du Monde... Ce n'est pas des fêtes privées. On est en train de battre tous les records en termes d'assistance et d'audience. D'assistance dans des stades et d'audience télévisée. Non, d'assistance dans les stades, soit, mais d'audience, je suis désolé, non. Parce que quand tu as un continent entier qui, pour voir ses propres sélections, est obligé de mettre la main à la poche, promène-toi en Afrique. Quel continent? Le nôtre. Non, le nôtre, c'est pas un continent. Justement, c'est ça le problème, Reda. C'est ça le problème. La Coupe du Monde, là, nous, c'est une. Même Amine Harmonia a dit que c'est un continent. C'est MENA, c'est Middle East et Afrique du Nord. Et toi-même, tu disais, tu étais au Mali il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines et tu voyais le match, la finale du CHAN un peu partout. Parce que pour toute l'Afrique, le mondial est gratuit. Pour l'Afrique du Nord, le mondial est payant. Pour l'Europe, le mondial est gratuit. En France, on regarde les matchs de l'équipe de France, c'est gratuit. Pourquoi? En Allemagne, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Parce que l'Union européenne a interdit, que les matchs des sélections nationales soient dans des chaînes cryptées. Et qu'est-ce qui nous empêcherait de faire la même chose? Merci. Parce que le Maroc est considéré, cette région, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et l'Égypte font partie de cette zone MENA. Ce qui est un énorme scandale, à mon avis. C'est une zone de la FIFA, c'est pas une zone de décision souveraine du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie. C'est la FIFA qui a décidé de découper le pays comme ça, qui s'est heurté en Europe à une législation qui lui a dit non, ce sont des
sélection payée par les impôts des gens, il devrait être vu gratuitement. Et c'est quelque chose qu'on peut très bien dire aussi. Je veux dire, je suis désolé, on n'est pas obligé de subir les découpages de la FIFA. On n'est pas obligé de subir, de voir devant nous cette espèce de fête mondiale se transformer en quelque chose de privé. Parce que, non, mais je suis désolé. Ce qui est ultra contradictoire dans la gestion de cette affaire, parce que c'est une affaire que moi, personnellement, je suis de très très près. Ce qui est scandaleux, c'est que la FIFA ne reconnaît pas les regroupements régionaux, ne reconnaît pas les compétitions régionales. Aujourd'hui, par exemple, l'Afrique du Nord devrait être, en termes de droit télé, parlons que de droit télé, devrait être géré comme tous les autres pays du continent, par la CAF. Oui. Sauf qu'à ce moment-là, on est géré par une zone qui n'est pas reconnue, au niveau, elle est reconnue au niveau économique, mais je parle de football et de découpage footballistique, elle n'existe pas. La zone MENA n'existe pas. Alors je vais aller plus loin que toi, c'est là où tu vois le cynisme de cet organisme qui d'un côté refuse les compétitions régionales parce qu'il te dit si on commence à mettre la Coupe du Maghreb, ben pourquoi pas la Coupe d'Afrique de l'Est et pourquoi pas, on va arriver à des choses un peu ethniques, voire un peu bizarres. Des compétitions des anglophones, donc on va arriver à des origines, des religions, ce qui est clairement pas dans l'esprit du sport. Donc on reconnaît les continents, mais quand il s'agit de vendre, là on n'a plus de problème pour couper les cheveux en 4 et les Arabes d'un côté et les... Non, c'est affreux et je pense sincèrement qu'ils sont en train, à mon avis, à terme, de nuire à leurs propres intérêts. Leurs propres intérêts étant d'avoir une compétition qui est suivie par la planète. Ouais. Voilà. Oui, mais quoi qu'il arrive, finalement, la planète, elle s'en sort toujours. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr que si. Non. Bien sûr que non. si. Non. Je pense que là... Regarde, prends 10 jeunes maghrébins et je te promets que leur mémoire collective par rapport au foot, à part leur sélection, parce qu'ils arrivent toujours à regarder les matchs, elle n'a rien à voir avec ce dans quoi on a grandi, je te le garantis. Bah non, c'est juste que, différemment de toi, tu regardais la finale chez toi, ils la regardent au café. C'est tout. Non, mais c'est vrai. C'est juste, à un moment donné, tout est faisable quand même. Mais par rapport à... Mais je suis d'accord sur le côté romantique, mais je pense que le côté romantique, du coup, ta vision romantique, à mon avis, il faut que tu la décales un peu et que tu te passionnes pour autre chose. Par exemple, ces deux candidatures, c'est un peu du David et Goliath. Toi qui aimes la mythologie, les deux candidatures, si tu veux qu'on dise juste un mot, il est évident que la FIFA, aujourd'hui, pas seulement pour cette histoire de droit et des 200 millions qui vont enrichir... 320 millions. 300. C'est pas les miens. On n'en est pas là. C'est pas les miens. Non, à part ça, on va quand même rappeler que la FIFA, en tout cas la tête de la FIFA, le top management de la FIFA aujourd'hui, doit sa position aux États-Unis. Et que notre FIFA a été décimée par les États-Unis. Notre FIFA a été décimée par les États-Unis qui ont pris comme un camouflet l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et Clinton avait fait une affaire personnelle, d'où les écoutes, d'où Warner, d'où etc. Bon, on ne va pas Glazer, Blatter, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, il est clair que dans l'esprit de la FIFA, mais comme tu l'as très bien dit, c'est un vote de 200 personnes, de 200 pays. Il y a un côté un peu imprévisible dans un vote de cet acabit. Il y a un côté un peu même politique, parce que les États-Unis aujourd'hui, c'est un pays qui est un peu clivant dans ses décisions et sa communication. Voilà, on ne sait pas très bien où ça va aller. Il y a un côté également... Il est sûr qu'il y aura des votes anti-américains. Voilà, on peut quand même en être quasiment sûr. Il y a un côté également économique, parce que n'oublions pas que le Maroc étant à la porte de l'Europe, il y a quand même des chantiers et des marchés qui vont se passer. Il y a un côté également communication, etc. Vu qu'on est... Il va se passer beaucoup de choses. Pourquoi ? Ce qui explique d'ailleurs que les États-Unis, à 2 reprises, ont essayé de chanter la phase du vote et vont faire tout là pour et notamment lors du dernier congrès de la FIFA au Bahreïn. Et vont nous faire tenter, disons, de nous faire chuter à ce qu'il faut rappeler quand même aux gens qu'il y a une évaluation technique du dossier avant de passer au vote. Voilà pourquoi il y a cette angoisse-là, y compris d'un pays comme les États-Unis, qui peut organiser, il faut le dire clairement, la Coupe du Monde demain. Demain matin, sans problème, sans poser une brique. Voilà. Mais il y a ça qui est une source d'angoisse pour eux et d'espoir pour les Marocains. Donc, pour la candidature du Maroc, il est question surtout de passer le cut, parce que c'est ça ce qui énerve un petit peu ce dossier américain, c'est qu'il y a 211 votants. Les pays qui ne vont pas voter sont le Maroc, le Mexique, les États-Unis et le Canada, les pays qui participent à ce scrutin, donc et à ce vote prévu le 13 janvier, juste avant la Coupe du Monde. Juin, juste avant, voilà exactement, juste avant le début de la Coupe du Monde, 24 heures après, toujours à Moscou, et pour la candidature du Maroc. Il est donc très, très important, il est même crucial
toute façon, elle s'arrêtera si jamais on s'arrêtera, passe pas le cut, de réussir cet examen du 16 mai. Il y aura ensuite la visite d'inspection de la FIFA, la Fédération internationale de football. Voilà donc pour cette première partie du club. Dans la seconde, on parlera football avec le premier titre de Pep Guardiola donc, et bien sûr les inquiétudes autour de la blessure de Neymar. Restez avec nous, on se retrouve dans un très court instant. Bienvenue dans cette seconde partie du club, après la première consacrée bien entendu au sacre du Wydad, le Wydad super champion d'Afrique, à la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026 avec cette date importante, le 16 mars et non pas le 16 mai. Je ne sais pas ce que j'ai avec les dates ce soir. On parle maintenant football en Europe avec ce premier titre remporté par Manchester City sous l'ère Pep Guardiola. Il aura fallu une année pour que la mayonnaise prenne pour Pep Guardiola parce que je ne vois pas comment les Citizens vont manquer, bien entendu, le titre de champion d'Angleterre. Et ils font partie, les Citizens, des favoris pour, pourquoi pas, le titre suprême, la Ligue des Champions, je dis. Oui, effectivement, encore qu'on peut souligner que le quadruplé, ce ne sera pas pour cette année puisque... la faute à Wigan. Wigan les a éliminés de la faute à Wigan est à 17% de possession de balles quand même. Will Grigg on fire. Eh oui. Oui, effectivement. Après, c'est vrai que le titre, il a semblé acquis. On a eu, pour revenir un petit peu sur le match, on a eu quand même, on va dire, les 15 minutes où d'ailleurs peut-être que la défaite face à Wigan a un peu pesé, où on les a sentis vraiment, enfin, où on a senti Arsenal peut-être un minimum capable de les bousculer. Et puis ensuite, ça a été effectivement assez facile, assez tranquille pour Manchester City avec des questions qui se posent aussi sur effectivement la compétitivité. En tous les cas, qui va être capable au niveau national, c'est fait en tous les cas. On sait qu'il n'y a plus personne. Bah oui, parce qu'on les a vus balayer Liverpool à l'aller en tous les cas, au retournant, Chelsea, Tottenham, Arsenal. C'est vrai que ça, il y a quasiment eu aucune adversité. Et effectivement, on se demande qui va pouvoir le faire sur la scène européenne. En tous les cas, moi, j'ai vraiment hâte de les voir face à une équipe un petit peu plus importante que celle de 8e. Je reviens à Reda, donc à Pep Guardiola. Il a passé sa première saison en tant qu'entraîneur, il n'a rien gagné, c'était l'année dernière. Pep Guardiola est avec un entraîneur un peu dogmatique pour son football si particulier. Il est arrivé à le faire parce que les gens ils disaient c'est impossible de jouer comme Barcelone ailleurs qu'à Barcelone. Il a réussi à le faire à Manchester City et il est ultra reconnaissant, on va l'écouter, ultra reconnaissant par rapport à ses dirigeants qui ont été patients avec lui et qui l'ont soutenu la saison dernière quand il n'a absolument rien gagné. On l'écoute. Je suis très heureux pour le Manchester City. Je ne saurais oublier comment le club a pris soin de moi lors de la saison précédente. Je ne peux oublier comment tout le staff du club et surtout Sheikh Mansour ont incité tout le monde à m'encourager. Voilà pourquoi cette victoire est si importante pour moi. Le City a gagné. Je fais partie de cet exploit. J'en suis vraiment ravi. Reda. Au-delà des titres, Guardiola, il a été entraîneur d'un Barça stratosphérique. Il a posé un système de jeu et le fait qu'il a entraîné ce club et le fait qu'il ait aussi une personnalité un peu clivante par rapport à des prises de position et à ces réactions qui peuvent agacer certains, ont fait que tout le monde l'attend avec les couteaux. C'est-à-dire que est-ce qu'il va y arriver au Bayern, soit l'autre, c'est-à-dire soit on l'attend avec l'auréole, soit on l'attend mais globalement, il y avait la théorie comme quoi ça ne peut pas marcher. Regardez concrètement les progrès qu'a fait un joueur comme Sterling. Regardez Otamendi qui était raillé. Qui était raillé. Regardez Agüero qui est là depuis 5 ans, qui fait une saison. Regardez Silva, regardez De Bruyne, regardez tous ces joueurs-là qui globalement étaient là depuis quelques années. Regardez Sané. On parle beaucoup du recrutement de cette défense qu'il a acheté intégralement comme étant. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, on va regarder ces joueurs-là, on va regarder qu'ils ont fait énormément de progrès. Qu'au-delà des titres, parce que c'est une coupe là, la coupe de la Ligue, elle vaut ce qu'elle vaut. Il va gagner le titre national. Et en Angleterre,
en particulier cette année, c'est pas facile. C'est-à-dire que le United qui le talonne, c'est certes beaucoup moins séduisant, mais extrêmement solide. C'est-à-dire une autre année, ils auraient très bien pu prendre le titre. Liverpool qui fait une énorme saison, surtout en termes offensifs, aurait très bien pu prétendre. C'est un titre qui vaut très cher. Et qui se présente, je parle de la Première Ligue qui n'est pas encore attribuée, mais qui sera sûrement dans son escarcelle dans quelques semaines. Il va falloir commencer à accepter que ce bonhomme-là a un système exigeant, une personnalité complexe, quelque chose d'un peu difficile parfois, peut-être pas le type le plus sympa du monde, mais que quand il s'agit de faire bien jouer une équipe, il est très fort. À faire bien jouer une équipe et à faire gagner une équipe, parce que là, il est sur une... il est sur un boulevard pour le titre de champion. Et franchement, même en Ligue des Champions, vu la victoire à l'aller déjà en déplacement, ils jouaient contre Bâle 4-0, donc ils sont pratiquement qualifiés pour les quarts de finale. Et moi, personnellement, j'en fais un très sérieux candidat parce que c'est bon, c'est efficace, Manchester City. Et surtout, contrairement à... C'est efficace, mais après, moi, je pense il faut quand même se garder une marge d'erreur possible, à savoir qu'on ne les voit pas... Enfin, à mon avis, le vrai obstacle, voilà, ça va être face à un Bayern ou face à un Real, en tous les cas, face à des équipes très solides. Face à un PSG aussi. Oui, pourquoi tu dis Real? Le PSG a encore une chance. Oui, on est d'accord qu'on n'est pas sur le même type de club. Moi, je te parle sur des très grosses structures. Après, pour revenir quand même sur la progression faite par les joueurs, moi, j'ai trouvé qu'elle avait été très, très visible sur la première partie de saison et qu'elle l'est un petit peu moins maintenant. En tous les cas, c'est une progression. Un petit coup de mou. Voilà, il y a en tous les cas un coup de mou. Alors, est-ce que c'est dû au rythme de la Première Ligue? Peut-être. Est-ce que c'est dû, à mon avis, à une forme de lassitude qui peut aller avec Pep Guardiola aussi? On le sait, je pense que c'est un coach qui a souvent des durées de vie très limitées. Toutes les équipes, sauf par ça, mais en tous les cas, il me semble. C'est peut-être dû aussi à la large avance et c'est aussi dû à très ça, confortable qu'a aujourd'hui, parce que c'est difficile d'être aussi sûr de remporter un titre. Mais justement, aller à 3 mois de la fin du championnat. Au scénario Bayern ou au scénario Paris Saint-Germain, de justement être trop en avance et de se vautrer ensuite. Tu as traditionnellement dans le championnat d'Angleterre une période vers la fin du mois de décembre qui concasse les équipes, et qui se retrouvent toutes en général à la sortie de cette période des fêtes européennes dans un état physique un peu délabré. Voilà. C'est quelque chose d'ailleurs qui les pénalise très souvent dans les huitièmes qui arrivent après. Maintenant, Julie a raison, on ne peut pas faire tu parles de marge d'erreur, on peut parler d'équipes potentiellement Ligue des Champions, potentiellement vainqueur de cette Ligue des Champions. Maintenant, en citer une plus que l'autre, sur un aller-retour qui va jouer dans quelques semaines, c'est très difficile. Il en reste pas beaucoup. Mais il est crédible. City n'a jamais été crédible avant. Avec un effectif qui n'était pas très loin de ça. Il n'était pas crédible avec Pellegrini, avec Manche. Voilà, il y a eu des titres. Mais globalement, là, on a vraiment l'impression d'avoir une équipe du haut du panier et qui, derrière un peu les Espagnols qui ont toujours l'air intouchables, peut se positionner c'est l'idée. Une fois que tu es dans ce panier-là, ça va finir par passer. Maintenant, on est juste quand même dans un système un peu bizarre. On parle de patience. Et on parle de remercier les dirigeants. Il a passé une année de rodage. Oui, c'est ça. Une année de rodage, pas 5. City, c'est pas une équipe qui a... C'est Pep Guardiola, c'est-à-dire c'est pas Claude Puel. Puel, tu vas lui donner 2 semaines. Je veux dire, Guardiola, une année de rodage, lui un peu plus, quoi. Sur une équipe qui n'est pas le Bayern. Le City n'a pas 50 championnats et dans un championnat, effectivement, avec énormément de concurrents. Voilà, ils ont 0 Ligue des Champions. Ça a été longtemps le deuxième club. Bien sûr, ils étaient en deuxième division. Ils étaient oubliés en D2. Voilà, c'est un club, quand on le suivait dans les années 90, c'était le deuxième club, l'outsider de Manchester, dans l'ombre du grand Ferguson et des Rouges d'à côté. Voilà, ils sont en train de construire quelque chose. Et peut-être que, à mon avis, si on devrait juger le travail de City et de Guardiola, plutôt que de le comparer au cadre européen, il faudrait le comparer à un projet qui est similaire, qui a commencé 10 ans plus tard, qui est celui du Paris Saint-Germain. Voilà, on est dans ce genre de configuration d'un club qui ne part pas de rien, qui existe, qui a une légitimité, mais qui en même temps veut changer de statut et qui fabrique quelque chose pour changer de statut. Voilà, sauf qu'au lieu de prendre un joueur et d'espérer qu'il fasse gagner la Ligue des Champions, ils ont repris un coach qui a ramené plusieurs joueurs. Peut-être c'est un petit peu avec 10 ans d'écart, le problème du Paris Saint-Germain avec 10 ans d'écart. Est-ce que cette saison, en tout cas, et ces titres qui s'annoncent pour Manchester City vont finir par installer Pep Guardiola comme le vrai special one, pendant que les autres sont un petit peu en galère parce qu'on n'a
tous parlé, même dans l'émission, le club, que c'était le rendez-vous des meilleurs techniciens au monde, la première ligue anglaise. Quand on voit Conte, quand même, il est à 2 doigts d'être remercié. C'est sûr que pour Manchester United, avec José Mourinho, ça marche. Klopp, c'est quand même du super boulot. Ça marche plutôt bien. Bon boulot aussi. Mais là, Klopp, il fait du super boulot. Mais en attendant, il n'a absolument rien gagné et il ne va rien gagner cette saison. Ah, oui, après... Ligue des Champions, tu vois. On verra. Ah, tu y crois? Ah, on est en quart. Oui. Moi, je ne sais pas après à quel point. Enfin, oui, parce que toi, tu es comme un robot, donc toi, forcément, il te faut des titres. Mais après, c'est vrai que ce que fournit Liverpool, ok, ça ne ramènera pas de titres, mais ça s'inscrit dans l'histoire quand même. Ouais. Tu vois, enfin, Après, qu'est-ce que tu appelles the special one? Tu vois, Enfin, quelle qualité tu mets derrière ça? En tout cas, c'est quand on ramène un entraîneur, ces équipes commencent à lui ressembler. Et c'est flagrant. C'est flagrant, ça a été flagrant à Barcelone. José Mourinho, c'est flagrant. Ouais, mais sauf que c'est moche. Bien sûr que c'est moche. Mais c'est pour ça que je te dis quelle qualité tu mets derrière. C'est moche parce que c'est un grand club. Voilà. Quand Wigan parque le bus devant City, c'est légitime. On a une petite sympathie. Exact. On a une petite sympathie pour le petit qui n'a pas beaucoup de moyens techniques, sans parler de moyens financiers, et qui va se battre avec ses armes pour faire tomber quelqu'un qui est 2 divisions au-dessus. Et nous, on aime bien ça. C'est pour ça qu'on regarde le foot. C'est parce qu'on espère que ce genre de choses arrive. Évidemment, quand on n'est pas du côté du gros. Voilà, bref. Bon, maintenant, quand tu viens poser ce genre de techniques négatives, destructives et tristouilles dans un club comme United qui a le budget pour régaler la planète et que tu mets sur le banc à peu près tous ceux qui savent faire des passes, c'est un petit peu gênant. Maintenant, le foot est une grande maison, comme on dit en arabe, qui accepte toutes les façons d'y entrer, que ce soit avec un jeu à terre, un jeu défensif, un jeu offensif, mais il faut vraiment être un triste cire pour ne pas admettre définitivement que ce monsieur Guardiola, quoi qu'on pense de sa personnalité et de ses interventions, a une vraie vision du jeu et qu'elle est basée sur un certain plaisir à regarder. Voilà. Avec un certain plaisir aussi à faire du spectacle et une certaine l'importance pour lui de pratiquer son football à lui. C'est-à-dire il arrive à métamorphoser même El Kun Agüero. Moi, je le trouve... il est en train de revenir au plus haut niveau. El Kun Agüero qu'on avait pratiquement perdu. Et c'est super bonne nouvelle pour l'Argentine parce que j'attends à ce que El Kun Agüero soit l'un des joueurs les plus performants de cette prochaine Coupe du Monde qu'espère gagner Lionel Messi enfin. C'est parmi les témoignages sur le travail de Guardiola, il y a une très belle interview de Dante, avec qui il a travaillé au Bayern, voilà, et qui explique concrètement comment, quand tu arrives en étant un footballeur accompli, professionnel depuis des années, ou qu'on te fait changer tes moindres gestes. Voilà. C'est-à-dire que Dante, c'est un défenseur, donc ses relances, c'était quelque chose d'assez banal. On lui dit soit tu pars sur le côté, soit tu mets dans l'axe quand tu as le 8 qui vient vers toi ou le 6. Et il a expliqué à quel point c'était complexe, même la position du corps, comment ce bonhomme était là, en train d'avoir un côté un peu cassant, un peu militaire, avec des choses très précises, dont on ne voit pas très bien à quoi elles servent, mais qui, in fine, Dante l'a avoué lui-même, servait le jeu collectif. Voilà. Moi, je pense que cette façon de voir le foot, qui n'est pas uniquement basée sur les résultats, mais qui est basée sur le jeu, en espérant que le jeu produise des résultats, a quelque chose d'un petit peu sain. Voilà. Et quand on s'intéresse à ce que produit Guardiola, comme l'ont fait avant Saki, ou comme on fait avant Tele Santano, des gens qui ont parlé vraiment de football, de circulation de balles, d'intervalle, de décalage, de vitesse, de position du corps, de géométrie, on va parler de la géométrie. Voilà, c'est super intéressant. Quand vous écoutez Mourinho parler, Mourinho, il parle des arbitres. Voilà, il est dans une espèce de... Non mais voilà, il parle des arbitres, il a certainement des idées sur le jeu, malheureusement il ne veut pas les partager avec nous. Et pour terminer sur ce que tu disais sur la façon de jouer, il a les défauts des dogmatiques, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de son idée, quitte à ce qu'elle nuise au résultat de son équipe. Alors voilà, et ça, encore une fois, le football étant une grande maison, on accepte ces personnages-là parce qu'ils font partie du casting qu'on aime bien voir dans le foot mondial. En fait, moi je crois que justement, enfin, tout le problème, il est quand on passe du dogmatique au quasiment parodique, en fait. Et que je crois que c'est toujours quelque chose qui guette un peu les coachs. Par exemple, si on prend Mourinho pour le prendre, c'est lui aussi un dogmatique au final. Non, si. C'est un pragmatique. Au final, si. Mais en fait, il en est devenu parodique de son style de jeu. Si tu prends Bielsa, par exemple,
que tu peux mettre du côté de Guardiola si tu le souhaites. C'est pareil, il est devenu en quelque sorte parodique à vouloir aller vraiment toujours au football le plus pur, tu vois, ou quelque chose comme ça. Ta réflexion est biaisée. Ce qui a un petit peu tué sa carrière. C'est pourquoi parce que votre réflexion est biaisée par une chose. Ce qui a tué sa carrière parce qu'à un moment donné, ce coach que tu ramènes, quel que soit le jeu qu'il t'apporte, il s'adapte pas. Il faut qu'il s'adapte. Il faut que la star elle reste sur la pelouse. Il faut que et comme tu disais Dante, il accepte qu'un gars vienne et lui dise attends, on va tout revoir depuis le début. Oui, mais il l'accepte parce que c'est Guardiola, parce que Guardiola il a eu la chance d'entraîner le Barça, que c'était comme tu le disais un Barça stratosphérique et que du coup il a ramassé tous les titres de la planète et qu'au final ça fait de lui ce qu'il est et ça lui donne le champ d'ouverture, la possibilité ensuite de faire ce jeu qu'il a envie de faire partout. Le foot, vous avez à mon avis un discours un peu biaisé par un problème qui est que vous jugez tout ça à l'aune ou à la vue des résultats. Voilà, il y a 20 équipes qui jouent le championnat d'Angleterre, il n'y a pas un bon entraîneur et 19 mauvais. Voilà, il va avoir une Coupe du Monde à 48 dans quelques années, il n'y a pas un bon entraîneur qui va la gagner et 47 mauvais. Voilà. Il y a d'autres choses que la pure liste des palmarès. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est un discours qui est un peu bizarre. C'est ce qu'on dit. L'évolution du foot est un critère. Ce qu'a apporté Bielsa, même si il est devenu caricatural, est au moins aussi important. Mais bien sûr, mais c'est ce que je te dis. Les écoles qu'il a développées. À un moment donné, il ne faut pas partir dans le parodie. Non, mais il ne faut pas partir dans le parodie. Entre-temps, Bielsa, il ne bosse plus, il ne travaille plus, parce qu'à chaque fois qu'il a il reste un mois ou 3-4 semaines. C'est un bonhomme qui ne travaille plus aujourd'hui, qui est peut-être à la retraite, qui est peut-être dépassé, qui n'est peut-être pas accepté par le foot moderne, mais qui aura posé des choses très importantes. Intéresse-toi à ce qu'on raconte de lui. Au Chili, par exemple, on estime que même les succès de ce que raconte de lui, celui dont on parle maintenant, Pep Guardiola, qui est parti faire ses premières gammes chez lui. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir commencer à accepter que une simple liste de titres, alors certes, ça satisfait les plus jeunes de supporters que nous connaissons, parce que c'est grisant, c'est tout ce que tu veux, mais le foot est un grand livre qui s'écrit également par le style, par le panache, par les défaites, par comment tu prends les défaites, comment tu prends les victoires, comment tu abordes les matchs, ce que tu racontes, l'histoire que tu racontes. Comment peut-on avoir des supporters de clubs qui n'ont jamais rien gagné? C'est parce qu'il y a autre chose que le résultat. Il y a l'âme, il y a le jeu, il y a beaucoup de choses, il y a la culture. Et ces gens portent une culture dans le cœur de nos supporters, et ça va rester. Voilà. Alors Guardiola fait les deux. C'est assez rare pour être noté. La tirade romantique de Reda Alali, très romantique il est dans une soirée comme ça. Mais on le sent dans une forme de nostalgie vraiment voilà, profonde, exactement. Voilà, l'argent c'est pas bien, les victoires non plus. Eh ben ça c'est un message que tu devrais entendre, toi, Julie, puisqu'on va évoquer maintenant. Exactement. On va parler maintenant. On va parler du Paris Saint-Germain. C'est dans une semaine, les amis. Ça sera mardi, les huitièmes de finale retour. Ça se passera au Parc des Princes. Ça se passera peut-être sans Neymar. On ne sait pas. Pas mal, mais en tout cas sans Neymar. À quel match tu t'attends, toi, Julie? J'en ai pas. Je ne sais pas trop, Jalal. Je ne sais pas trop. Je pense qu'il va déjà falloir voir les forces en présence. Après, moi, de ce que j'ai entendu émanant du vestiaire parisien, j'ai plutôt bien aimé les déclarations. En tous les cas, je trouve qu'ils sont dans une certaine confiance, une certaine volonté d'y aller et d'y croire. Donc voilà, ça me laisse un peu d'espoir. Un match, peut-être, on ne sait pas, mais sans Neymar. Est-ce que c'est déterminant? Parce que c'est quand même, s'il est venu à Paris, lui, l'homme de la fameuse remontada, c'est pour faire gagner Paris, pas au niveau local, mais au niveau régional, au niveau continental, même européen. Dixit Amin Rahmouni. Et là, il est blessé déjà, et il est surtout pas très décisif au niveau européen avec le Paris Saint-Germain. Il n'est pas décisif au niveau européen. Il a peut-être l'occasion de le prouver s'il est sur le terrain. Neymar, il a été lors du match aller, Reda. Pardon? Il l'a été lors du match aller. Oui, mais il y a un aller, un retour. Neymar, moi je l'ai vu sous pression à la Coupe du Monde jusqu'à sa blessure. Il a été très important pour le Brésil. C'était même le seul qui joue à son niveau en fait dans cette équipe. Je l'ai vu également avec le Brésil en Coupe, aux Jeux Olympiques, où il a porté son équipe et il a tiré le dernier penalty. Je l'ai vu faire la fameuse remontada de l'autre côté cette fois avec le Barça. Et c'est le seul, c'est pas Messi ce jour-là, c'est le seul qui a porté son équipe jusqu'à la fin. Donc maintenant, le fait qu'il soit pas là, évidemment, ça change tout. Parce que c'est quand même une équipe qui manque de caractère. C'est une équipe qui joue 80 minutes, qui a fait un super match mais de 80 minutes, comme
comme ils sont effondrés l'année dernière contre le Barça, ils sont effondrés en fin de match à l'aller contre le Real. Moi, ce que je veux signaler, c'est qu'il y a un problème pour moi, plus... Tu remarqueras qu'il y a quand même, du coup, une vraie progression entre les 2 années, qui est une limitation dans l'effondrement. Oui, c'est vrai. Voilà, ça a été 90 minutes, on est à 10, c'est pas mal. Voilà. Bah donc, non, mais alors à mon avis, premier point. Plutôt que de recruter Neymar, c'est bien, recruter quelques grognards, des défenseurs ou du milieu de terrain, tu vois, du Godin, du Medel, tu vois, pour mettre un peu d'ordre. Là, il y a l'impression que les fins de match sont en roue libre. Voilà. Et pour terminer, alors on va parler de Neymar est blessé, mais moi quand je vois dans quel état ça plonge, on le voit la presse, oui, c'est très triste parce qu'on n'aime pas avoir des joueurs comme ça qui sortent dans cet état-là. Mais quand on voit un peu, c'est quelque chose qui existe dans le foot. Tu peux pas baser toute ta stratégie sportive sur une compétition qui est la Ligue des Champions, portée par un seul joueur qui est Neymar. Voilà, ça fait beaucoup de risques quand même. Voilà, ça fait beaucoup, ça fait très peu de marge d'erreur. Tu commençais à parler de la presse française, on peut même dire que visiblement tout le championnat de France repose sur ce joueur-là, parce que là quand même depuis le match, c'est assez faramineux le nombre de titres et le nombre d'informations qui sont délivrées minute par minute sur la blessure de Neymar. Voilà, alors on se dit, voilà, le PSG veut la Ligue des Champions, donc que la Ligue des Champions, le championnat l'intéresse même plus, même celui qu'ils ont loupé l'année dernière ne les a pas perturbés énormément. Voilà. Donc pour avoir la Ligue des Champions, il faut un joueur très important qui est Neymar. Donc ça fait beaucoup de... Et maintenant, tout le monde débat sur, aurait-il dû rester sur le terrain? Voilà, donc tu vas acheter 220 millions d'euros un joueur que tu ne vas pas faire jouer parce qu'il fait jouer que sortir de sa boîte pour la Ligue des Champions et rentrer ensuite dans sa boîte. Je ne sais pas, j'ai quand même l'impression qu'on est dans un petit peu, je vais le dire un peu trivialement, mais parce que je n'arrive pas à trouver de meilleurs mots, c'est un peu un caprice. Voilà. On prend Neymar, on va gagner la Ligue des Champions. Bon, et effectivement, comme tu l'as très bien dit, City qui est dans la même logique a mis 10 ans peut-être pour fabriquer un système qui soit un peu plus homogène et moins soumis aux aléas du sport, parce que ça reste un sport. On peut voir ça effectivement comme un caprice. En tous les cas, on fait un énorme chèque, en plus chez le club qui nous a humiliés la saison dernière, pour leur prendre ce joueur-là, sur qui repose une grosse partie de leurs sponsors, etc. Après, on peut aussi voir ça comme une étape en plus dans un processus qui va te permettre à terme d'être ce que tu veux, à savoir un grand club. Et à un moment donné, c'est toujours là où c'est déficient du côté du Paris Saint-Germain, c'est que le club n'est pas imposant. Le club n'est pas une énorme marque parce qu'il n'y a pas énormément de palmarès. Et donc, à un moment donné, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est être une grosse maison, être un club reconnu comme tel. Sauf qu'à un moment donné, mais si, parce que l'arrivée de Neymar, par exemple, ça te permet d'être plus connu mondialement et ça va t'amener à une autre étape où peut-être d'autres joueurs moins importants que Neymar vont accepter. Le problème, c'est que l'arrivée de Neymar, comme l'arrivée de Zlatan... Tu es obligé, en fait. Finalement, c'est un cercle. C'est-à-dire que tu acceptes des joueurs qui sont plus importants que ton club, mais c'est aussi ce qui va te permettre, à terme, de construire ton club. Tu as l'impression... Tu l'as très bien dit. Voilà, je vais juste répéter ta phrase. Comme Zlatan, Neymar est plus important que le PSG, et c'est ça le problème. Voilà ce qui m'amène à un autre sujet de débat. C'est une sorte de comparaison entre les deux modèles économique, l'équipe du Paris Saint-Germain et son adversaire mardi prochain, le Real Madrid. 200 millions d'euros d'écart entre le chiffre d'affaires du Real et celui du Paris Saint-Germain. Bien sûr, les références sportives du Real avec ses 12 titres de Ligue des Champions, c'est important. Mais le Real, donc européen. Voilà, exactement, continentaux, donc voilà. européens, et même européens. On regarde ce sujet et on en parle juste après. Une prospérité que la Maison-Blanche doit surtout à son président, Florentino Pérez, patron d'une puissante entreprise. Ce dernier a assaini les comptes avec une technique, acheter les joueurs les plus en vue pour doper les revenus commerciaux. Et c'est cette stratégie que le Paris Saint-Germain semble vouloir suivre avec ses 400 millions d'euros de transferts cette année pour Neymar et Mbappé, recrues qui devraient booster les recettes commerciales du club, établies aujourd'hui à près de 280 millions d'euros. Autre atout des Merengues, leur stade. Si le Real est une association à but non lucratif, propriété de ses 90 000 socios, Santiago Bernabéu est lui une mine d'or, 81 000 places, un musée, un centre de loisirs, une enceinte qui pourrait même bientôt posséder un toit, un centre commercial et un hôtel. De quoi générer encore plus d'espace publicitaire et de loges pour les entreprises. Face à cela, le PSG est lui limité par les revenus de son enceinte, le Parc des Princes appartenant à la mairie de Paris avec près de 50 millions d'euros de revenus en moins. Autre handicap,
pour les propriétaires qataris, les droits de télévision, bien moins importants pour la Ligue 1, peu attractifs face à la Liga espagnole. C'est enfin sur son image de marque que Paris doit travailler. Si le Real est la marque la plus puissante de la planète football, le PSG n'est que 10e et tente de rattraper son retard de notoriété. Mais le club de la capitale française a du potentiel et de l'argent. Lorsqu'on prend en compte les réserves, les investissements et la dette, alors Paris se classe à la 3e place des clubs les plus riches, devant le Real qui lui est 6e, ce qui veut dire que rien n'est impossible. Voilà, on a beaucoup parlé argent aujourd'hui. Non mais c'est vrai, mais il faut quand même reconnaître, même, à un moment donné. Moi, c'est pas que je veux me faire absolument l'avocate du Paris Saint-Germain ou du diable. Non, mais à un moment donné, on est quand même sur un club qui, certes, pour certains, a été créé en 1904, mais quand même, dans son modèle contemporain, a été créé en 1970. Les Qataris sont arrivés en 2011. On est aujourd'hui en 2018. Les gars sont 10e. Ouais. C'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a quand même... Je trouve qu'il y a quand même une évolution dans ce football business qui déplaît si fortement à Reda. C'est vrai qu'il y a quand même un impact assez fort. Après, oui, on voit des très grosses différences. Je ne sais pas, le nombre d'abonnés, par exemple, d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui est complètement faramineux pour le Real Madrid et presque 5 ou 6 fois moindre pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il s'est encore peu connu sur la scène internationale de Paris Saint-Germain dans sa forme actuelle. Mais après, moi, je pense qu'effectivement, une stratégie comme celle de ramener Neymar, qui peut apparaître comme un caprice, à mon avis, c'est une étape qui, aujourd'hui, dans ce football business que tu détestes, est, à mon avis, quasiment incontournable. Elle est incontournable et ça marche très bien, premièrement, parce que, pas seulement Neymar, mais des joueurs identifiables. Des joueurs marques comme David Luiz, qui n'était pas glorieux sur le terrain, mais que tous les jeunes... Non, mais je vous assure, tous les jeunes enfants connaissent David Luiz et savent qu'il a joué au PSG, même s'il n'y est plus depuis 2 ans. Mais c'est important à dire, Zlatan, Neymar, tout ça. Donc, je voudrais juste rajouter un point à ce que tu as dit et qui est très juste. C'est vrai que ça va vite du Et on va finir par ça. C'est qu'il ne faut pas opposer des clubs historiques avec, disons, un argent naturel vu à leur histoire à des clubs sous perfusion. Les clubs espagnols, tous, ont été énormément dopés par les largesses des banques espagnoles et de l'État espagnol. Voilà. Et donc, il ne faut pas imaginer qu'ils sont montés à la force de leur poignet et qu'ils affrontent des gens qui sont dopés par des États. Tout le monde a été plus ou moins aidé à un moment. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ont été avant que ça fait d'eux des gens plus légitimes. Wa shukran. Merci Reda Allali, merci à Julie Rosselin. La semaine prochaine, tu seras là. Donc, je suis déjà angoissée, à ma place, je t'offre l'émission, je t'offre de présenter l'émission le soir de PSG Real Madrid. Vous allez passer. Ça dépendra vous allez passer. beaucoup du résultat. Je ne peux qu'espérer ça. Ça passera. En tout cas, merci à toute l'équipe technique, à notre réalisateur ce soir, Khalid Moudnib. La semaine prochaine, un nouveau numéro du club avec comme capitaine d'équipe, Julie Rosselin. Ciao.